13h51, vous êtes au cœur de la famille BFM Bourse. Le CAC recule un peu, moins 0,1, baisse un peu plus forte à Wall Street. Et Thibaut Prébet nous rejoint pour déconstruire les idées reçues, combattre le consensus. C'est sa mission à chaque fois qu'il nous rejoint. Bonjour Thibaut. Bonjour. Économiste et auteur Thibaut. On va parler de démographie ensemble. La France, pour la première fois, enregistre moins de naissances que de décès. En 2025, il y a eu l'an dernier en France plus de décès que de naissances. C'est une première hors période de guerre. Certains pensent qu'avec une démographie amenée à décliner, les marchés ne feront que baisser. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites bullshit. Vous foudroyez Thibaut, cette idée que les marchés finiront par souffrir du déclin démographique. Vous niez le déclin démographique ? Du tout. Le déclin démographique est quelque chose d'extrêmement important et qui est d'ailleurs particulièrement mal analysé dans le débat public parce que je pense que tous les spécialistes vaccino-Russie se sont reconvertis en démographie. Et la réalité, c'est que le sujet est vu sous un prisme très français alors qu'il est mondial. Tous les pays mondiaux sont en baisse de leur fécondité. Le sujet existe partout, donc il ne faut pas le nier. Ce qu'on peut nier, c'est le fait que l'impact soit à court terme pour la bourse. À très long terme, il n'y a aucun sujet. Julien. D'accord, mais si une baisse de la démographie, on peut penser qu'il y a quand même une baisse de demande, en tout cas pour certains services. Oui, absolument. Ça, c'est tout à fait vrai, mais je pense que le mouvement de remplacement, le grand remplacement des indices, c'est déjà fait et de manière plus forte. On était avant dans des valeurs que je qualifierais de valeurs de quantité de consommateurs. On peut penser par exemple à la grande distribution, à l'énergie, aux télécoms. Bon là, en gros, il vous faut plein d'individus. On a remplacé ça dans les indices par des valeurs de luxe, de tech, qui ne s'intéressent pas au nombre de consommateurs, mais à combien il peut dépenser. Donc caricaturé par de la qualité d'investisseur. Un petit calcul très simple qui vous montre les choses. Vous dépensez 100 € chez Carrefour. On va dire que ça va créer 2% de marge. Ça vous fait 2 € de bénéfice, vous allez payer ça 10 fois, vous avez créé 20 € de valeur boursière. Vous mettez 100 € dans Nvidia, vous allez faire 70 de bénéfices, vous payez ça 30 fois, vous avez fait 2000 de valeur boursière. Donc dans ce cadre-là, qu'il y ait une hausse ou une baisse de 1% du nombre de consommateurs, c'est pas encore très important. Donc ce grand mouvement de remplacement des indices par des valeurs de qualité et des valeurs de marge, c'est un mouvement beaucoup plus important que l'effet démographique qui, par contre, dans un second temps, va quand même être un problème. Oui, là, vous raisonnez à multiples constants aussi, pour Carrefour et Nvidia. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que l'ampleur de ces changements qu'on a eus dans les indices est tellement important que en comparaison, enfin, vous voyez, si Carrefour, depuis 20 ans, avait fait 1 ou 2 de croissance de plus par an, ça serait toujours pas à 300 milliards dans les indices. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'effet de la marge et du changement tech est tellement important que, pour l'instant, il étouffe ce sujet démographique. Mais ce sujet démographique qui va quand même se poser. Et puis, de même manière, les géants boursiers aujourd'hui sont pas forcément les plus gros employeurs. Donc, la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qui va se poser de plus en plus n'est pas aujourd'hui un énorme sujet pour LVMH, pour Nvidia. Par contre, évidemment, il le sera malgré tout de plus en plus au fil des années. Non, cela dit, si on fait des maths de base, s'il y a moins de consommateurs pour les entreprises, il y a moins de pricing power et moins de liberté de fixer les prix. On est vraiment complètement collé aux besoins d'une base de consommateurs qui est en train de se réduire. Oui, ça c'est un véritable sujet. Je pense que c'est plus un sujet à 10-20 ans qu'un sujet à 3 ans. Mais c'est un vrai débat aussi dans la sphère démographique. C'est-à-dire qu'il y a l'idée historique que si on est en déflation démographique, quelque part on appelle ça aujourd'hui en dénatalité, en fait il y aura moins de consommateurs donc les prix vont baisser. Puis il y a une école de pensée qui a quand même été de plus en plus forte qui dit à contrario, s'il y a une démographie de plus en plus faible, il y aura moins de producteurs, il y aura moins de main d'œuvre et donc en fait on va produire de plus en plus cher et les prix vont augmenter. Moi je suis quelqu'un d'assez simple, donc je prends les exemples historiques de dénatalité du Japon, de l'Allemagne, ça a toujours amené des économies déflationnistes, donc je pense effectivement que on est plus dans des risques de déflation que dans des risques d'inflation, mais je pense que pour les raisons évoquées, avant que ça vienne contaminer les indices boursiers, un peu de temps devant nous. Tiens, ce matin, on l'utilisera mal, bien sûr. Ce matin, dans Tout pour investir, j'avais Jean-François Bay de Boursobank, qu'on soit aussi très souvent, qui lui prédit ce qu'on appelle un silver tsunami en termes de gestion et qui nous dit attention, la transmission du capital de génération en génération, il va falloir préparer ça de manière en anticipant de plus en plus, justement parce qu'on est sur un choc démographique dont on n'a peut-être pas encore pris toute l'ampleur. Là, ce qui arrive, c'est la plus grande transmission de capital de l'histoire dans les pays développés, clairement, avec la génération baby-boom qui commence à décliner un petit peu. Donc, vous nous dites, à court-moyen terme, le déclin démographique, c'est pas un sujet pour les marchés. Ça fait 2-3 fois que vous dites à court-moyen terme. Ça veut dire qu'à plus long terme, ce sera un sujet quand même Bien sûr. Déjà, c'est pas un sujet pour les grands indices, parce que les poids des valeurs très touchées sont dedans. Mais néanmoins, si vous êtes un absolu fan de la grande distribution, de la vestimentation ou de marché comme ça, c'est déjà un vrai problème. Mais si vous voulez juste regarder un gros indice, un Nasdaq, un MSCI World, c'est pas un problème à court à moyen terme. À très long terme, c'est également quand même un problème. Oui. Faut pas se mentir. La hausse boursière des 20-30 dernières années, c'est 2 facteurs. C'est la hausse des marges et la hausse de la population. Bon, si vous enlevez au moins des facteurs, voire les deux, parce que le mouvement de hausse des marges, il peut pas aller non plus jusqu'à 100% de marge,
on voit bien que la tendance ça va être quand même plus difficile, donc il faudra faire des choix. Les services marketing vont briller, ils vont dire ce produit que tu payais avant 10, il vaut 30, donc du coup la valeur continuera de monter. Même si la population diminue, finalement les marchés s'en sortiront grâce à la magie du marketing. Non, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les revenus montent. Si vous avez de moins en moins de gens qui travaillent, c'est pas complètement certain que vous arriviez à avoir de plus en plus de pouvoir d'achat disponible. Donc il y a quand même une équation qui va devenir de plus en plus compliquée. Pourquoi il y a un tel déclin démographique ? On parle de la France parce qu'on est auto-centré, mais c'est partout en Europe, c'est aux États-Unis aussi, c'est partout. Même certains pays d'Afrique sont concernés et le taux de fécondité de l'un lui-même est en train de chuter lourdement. Je ne sais pas pourquoi vous dites certains pays d'Afrique sont... Vous savez, tous les pays d'Afrique, il n'y a pas un seul pays d'Afrique qui n'est pas en déclin. Aujourd'hui, il doit y avoir 3 pays dans le monde qui ont vaguement un rebond démographique, ça baisse partout. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'on ne meurt plus. C'est aussi basique que ça. C'est-à-dire que quand vous étiez au Moyen-Âge, vous faisiez 8 enfants, il y en avait 2 qui survivaient. Une fois que si vous faites 8 enfants, les 8 survivent, vous n'avez plus envie d'en faire 8. Enfin, vous voyez, c'est aussi... Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est la nécessité. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vous quand vous êtes âgé ou reprend l'exploitation familiale, vous êtes obligé de faire des enfants. Une fois qu'il n'y a plus cette problématique-là, qu'on n'est plus dans ce type de société, c'est différent. Avec justement ce côté un peu contradictoire et amusant que si... à force de plus faire d'enfants, on ne peut plus financer les régimes des retraites, à nouveau, on aura besoin d'enfants pour s'occuper de soi. En fait, on va peut-être revenir à ce système originel à cause de notre système des retraites. Moins on fait d'enfants, plus la moyenne d'âge augmente. Plus la moyenne d'âge augmente, moins on a le temps de faire des enfants, moins on en fait. Plus la moyenne d'âge augmente, moins on en fait, etc. C'est-à-dire à partir du moment où la moyenne d'âge augmente, ça limite aussi mécaniquement. Bien sûr. Voilà. Non, mais on voit bien qu'il y a un côté un peu irréversible et que, comme d'habitude, plutôt que parler d'adaptation, on va passer notre temps à parler de comment faire plus d'enfants, est-ce qu'il faut moins de téléphone, Donc on va encore partir dans des débats débiles plutôt que se dire comment on s'adapte. On a l'habitude. Aucune politique nataliste, dites-moi si je me trompe, ne fonctionne. Par exemple, en Hongrie, ça fait des années que les mères d'au moins 2 enfants sont dispensées d'impôts. Pour relancer la natalité, les mères qui ont au moins 2 enfants sont dispensées d'impôts. La natalité là-bas ne repart pas. Ou alors c'est pas exactement ça, elles ont de l'argent gratos et puis après si on arrive à 3 enfants finalement on n'a plus d'impôts à vie. Enfin il y a des mécanismes crénelés mais ça existe partout. Si vous voulez, les politiques natalistes ça marche très bien. Mais la politique nataliste, il faut le comprendre, ça peut paraître choquant comme phrase, c'est une prime à la casse. C'est-à-dire que si on vous dit vous avez 10 000 balles de plus pour acheter l'auto, vous l'achetez mais vous la rachetez pas l'année d'après. C'est pareil, si on vous dit vous avez un bonus si vous faites un enfant, si vous en voulez un, vous allez le faire maintenant. Mais vous n'allez pas vous dire tout d'un coup, j'en veux 6. Ça avance l'enfant, mais ça ne multiplie pas. On est dans l'effet d'opportunité. La réalité, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, quand tous les pays au monde ont la même dynamique, alors que socialement, économiquement, même d'un point de vue religieux, ils ont des trajectoires qui n'ont rien à voir, pensez qu'il suffit de faire un pauvre truc pour que ça reparte. Je pense que c'est une... En Chine, ils tentent un pauvre truc. Là, depuis le 1er janvier, la Chine taxe à 13% les contraceptifs. Les pilules, les préservatifs. Ça va être massif. On peut pas faire des incentives sur l'ultime liberté humaine. Enfin, je sais pas. Non, vous avez au contraire créé des problèmes sanitaires. Non, mais c'est des sujets parce que la Chine, par exemple, c'est aussi un pays où il faut avoir en tête que dans le monde, il y a quand même il y a beaucoup plus de naissances masculines que de naissances féminines, ce qui vient compenser le fait que les femmes meurent moins. Et ça, c'est naturel. C'est pour ça que le seuil de renouvellement est à 2,10 et pas à 2, parce qu'il n'y a pas autant d'hommes que de femmes. Et en Chine, comme ils ont fait la politique de l'enfant unique et que les gens préfèrent garder des hommes, il y a encore plus de décalage. Donc en plus, ils ont des sujets qui sont caractéristiques de la Chine, qui complexifient encore une situation qui est partout relativement galère. Donc on n'a pas fini d'en parler sur ces plateaux. Vous devriez écrire un livre là-dessus, Thibault. J'ai réfléchi. Ouais. Soyez patients, vous tous qui nous suivez. Teaser. Thibault Prébet nous accompagne pour la prochaine demi-heure aussi, si ça vous dit, Thibault. Avec plaisir. On va parcourir ensemble cette dernière demi-heure de la séance. Un grand merci à Thierry Béchu pour Canopy AM. Vos convictions ESG dans l'air renouvelable et Iberdrola, valeur dans laquelle vous croyez, c'était votre conviction. Vous l'avez mise sur la table et explicitée. Merci beaucoup, Thierry, de nous avoir accompagnés. C'est votre premier conseil de famille. Exactement, de l'année, oui. Vous reviendrez bien sûr, avec plaisir. Vous êtes le bienvenu. Il y a une hésitation. Famille large, voilà. On vous remercie aussi, Julien. BFMbourse.com, article consacré à Essilor Luxottica et aussi Société Générale, des relèvements de recommandations qui portent ces 2 valeurs.